5e chapitre. Au fil des mois, la tension ne cessait de monter partout en Algérie. Nous savions que quelque chose de grave allait se produire, mais nous ne savions pas quand. Le prix des produits de première nécessité flambait, la semoule, l'huile, le pain commençaient à manquer. Une grave crise économique, peut-être la première, gagnait le pays. C'est à Alger que la situation était sans doute le plus sensible, et c'est là que tout a commencé. Nous étions au début d'octobre 1988. D'abord, ce furent quelques rassemblements, des manifestations le plus souvent spontanées, menées par des jeunes qui revendiquaient simplement du pain. Puis, en l'espace de quelques jours, le mouvement s'est largement étendu. La contestation s'est transformée en émeutes, dont certaines très violentes. Des milliers de personnes envahirent les rues. La Kabylie, quant à elle, était restée relativement calme. À part quelques mouvements dans les banlieues de Tizi Ouzou, elle n'avait rien connu de très spectaculaire. À Alger, où l'armée s'était déployée dans les rues, des chars occupaient les axes centraux de la ville et l'état de siège avait très vite été décrété. Le 5 octobre, les manifestations atteignirent une extrême violence, Alger était en ébullition. La Kabylie, habituée depuis longtemps au soulèvement populaire, assistait de loin à cette lame de fond venue de la capitale, sans véritable meneur, provoquée spontanément par un ras-le-bol trop longtemps contenu. Le 9, nous décidons de nous réunir devant l'université de Tizi Ouzou pour diffuser un tract appelant la population au calme et à 2 journées de grève générale en signe de soutien aux manifestants d'Alger. Il n'y avait a priori aucun danger, les gendarmes étaient en état d'alerte, bien sûr, mais la situation n'était en rien comparable à celle de la capitale. L'état de siège n'ayant pas été décrété, les renforts arrivés en Kabylie n'apparaissaient que comme une mesure préventive. Donc, je prends un paquet de tracts à distribuer et je monte dans ma voiture. 2 étudiants m'accompagnaient. Nous prenons la direction d'Ain-el-Aman, ex-Michelet, et en chemin nous arrêtons les voitures, les autobus pour distribuer notre appel. Quelques kilomètres avant Michelet, une Land Rover venant en sens inverse fonce droit sur nous. C'était un véhicule de la gendarmerie. Nous avions été repérés. Je me suis collé au pare-choc d'une 4 litres qui roulait devant moi, sûr que la Land Rover voulait nous couper la route. Puis, comme je doublais la Renault, l'un des étudiants, assis à côté de moi, a baissé la vitre pour prévenir le chauffeur que nous risquions d'être arrêtés et qu'il fallait avertir un maximum de gens. J'avais vu dans mon rétroviseur que la Land Rover avait fait demi-tour et qu'elle nous prenait en chasse. Roulant à toute allure sur route étroite et sinueuse, j'essayais de gagner du temps. Mon objectif était d'atteindre Michelet où, croyais-je, les gendarmes hésiteraient sans doute à nous arrêter en pleine ville. De plus, atteindre Michelet présentait, pour nous, un autre avantage, elle était sous autorité de la police qui, elle, ne savait pas que nous transportions des tracts et n'avait aucune raison de nous arrêter. Il s'agissait donc d'échapper à tout prix à la gendarmerie. J'ai toujours éprouvé une grande méfiance envers les gendarmes qui relèvent de la tutelle militaire, c'est-à-dire de la défense nationale. À l'inverse de la police qui recrute souvent parmi la population locale, la majorité des gendarmes n'est pas originaire de la région. Comme beaucoup d'agents de l'État, ils ont tendance à montrer un peu trop de zèle et à abuser de leur pouvoir. Tout à coup, éclate une détonation. Dans mon rétroviseur, je vois l'un des occupants de la Land Rover sortir la tête de la voiture. Je m'arrête brusquement. Les gendarmes, surpris, heurtent mon pare-choc arrière. Furieux, ils sortent et commencent à m'insulter, tout en passant les menottes aux 2 étudiants qui m'accompagnaient. Je pensais que j'allais subir le même traitement. Pas du tout. Après les insultes viennent les crachats. En arabe, ils me traitent de « fils de bâtard ». Soudain, l'un d'entre eux s'approche de moi, il ajuste son arme et me tire à 1 mètre de distance une balle dans le bras. L'impact m'a fait vaciller, mais, surtout, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Bientôt, les rafales se succédèrent, on tirait tous azimuts, les balles sifflaient de partout. J'ai senti une violente douleur dans le ventre, à gauche. Que signifiait tout cela? J'étais complètement désorienté, je ne savais plus réellement où j'étais. Dans le contexte où se trouvait le pays, les forces de l'ordre n'hésitaient pas à multiplier les passages à tabac, mais n'utilisaient jamais de balles. De plus, nous étions à l'arrêt, désarmés, sans aucune intention menaçante. Comment les gendarmes pouvaient-ils penser que nous représentions le moindre danger? Leur réaction était complètement disproportionnée, inexplicable. Et pourquoi m'avoir visé particulièrement? Parce que j'ai un visage connu.
Pour faire un exemple? Je n'en sais rien. J'avais l'impression d'être un gibier pris au piège, tiré à bout portant avec une incroyable sauvagerie. Une balle m'a traversé l'intestin et fait éclater le fémur droit. Je ne sentais plus ma jambe. Je me suis effondré. Puis, je me souviens qu'on m'a soulevé et jeté dans la Land Rover, sans aucun ménagement, sans tenir compte de mes blessures ni du sang que je perdais en abondance. Mon corps n'était que douleur, je souffrais terriblement. Je gémissais. Je me sentais faiblir mais je ne pouvais pas estimer la gravité de mes blessures. J'avais si mal que j'ai cru mourir. J'ai le très vague souvenir d'avoir entendu les 2 étudiants qui m'accompagnaient crier et pleurer. Les gendarmes m'ont malgré tout emmené à l'hôpital de Michelet, un hôpital campagne, petit et mal équipé. En arrivant dans la cour, je me rappelle qu'ils ont crié au personnel médical, en arabe, « Tenez, le voilà, votre fils de chien. » Pourquoi cette haine gratuite? Ils m'avaient tiré dessus, s'ils avaient pu me tuer sans que les conséquences en soient trop graves, ils l'auraient probablement fait. En dépit de l'état où j'étais, ils trouvaient le moyen de m'insulter. L'un d'entre eux m'a quand même accompagné aux urgences et j'ai compris qu'il y avait une violente altercation entre les médecins et lui. La douleur était si intense que je me suis évanoui. La suite m'a été racontée plus tard, je devais absolument être transporté ailleurs, l'hôpital de Michelet ne disposant pas du matériel nécessaire mais le responsable local s'y est refusé, prétextant que l'Algérie était à ce moment-là sous autorité militaire. Cette décision très importante ne relevait pas de sa compétence à lui, simple wali, préfet. Il devait avertir ses supérieurs. Alertée, ma mère était accourue à l'hôpital ainsi que mes amis les plus proches. En me voyant, elle s'est effondrée. J'ai su par la suite qu'il avait fallu un véritable coup de force pour que je quitte cet hôpital. On craignait que des barrages n'aient été dressés pour arrêter l'ambulance qui me conduisait. Nous avons emprunté des petites routes, et effectué le parcours de 50 km dans des conditions très difficiles en courant les plus grands risques. L'ambulance a mis des heures pour atteindre Tizi mais c'était le seul moyen d'échapper au barrage. Si les gendarmes nous avaient arrêtés sur la route, je risquais de rester bloqué assez longtemps pour mourir dans l'ambulance. J'étais inconscient lorsque nous sommes enfin arrivés à l'hôpital de Tizi Ouzou. Quand ils ont constaté mon état, les médecins, qui, d'ailleurs, me connaissaient tous, n'ont pu que réserver leur pronostic, j'avais perdu beaucoup de sang et il était très difficile d'évaluer les dégâts causés par les balles. Je suis resté 3 jours à Tizi Ouzou. Ensuite, j'ai dû être évacué sur Alger. Ma famille faisait tout ce qu'elle pouvait pour que je puisse partir à l'étranger. En France, les autorités s'y opposaient catégoriquement. Arrivé à Alger, j'ai aussitôt été transféré à la clinique des Orangers, escorté par un fourgon bourré de gendarmes armés jusqu'aux dents. J'avais repris conscience, mais mon état n'était pas brillant. L'information selon laquelle j'avais été blessé s'était déjà largement répandue. Malgré l'état de siège, des centaines de personnes m'attendaient et, dès les premiers jours de mon hospitalisation, les lettres et les témoignages de soutien ont afflué. J'étais au plus mal, contraint de subir une série d'interventions qui m'avaient beaucoup affaibli. Peu à peu, les gens ont commencé à venir me voir directement dans ma chambre. Certains jours, le défilé était continuel, malgré les harcèlements de la police qui exigeaient de voir la carte d'identité et relevaient les adresses des visiteurs. Je suppose que c'était un moyen de les intimider pour les dissuader de venir. Ces visites, même si elles me fatiguaient beaucoup, ces témoignages que je recevais chaque jour, m'ont énormément aidé, plus que jamais, j'avais besoin de ce réconfort moral. Pendant 6 mois, du jour de mon hospitalisation au jour de mon évacuation vers la France, il ne s'est pas passé une journée sans qu'on vienne me voir. Des 4 coins du pays, en transport public ou en voiture particulière, les gens affluaient de partout. Jamais je n'aurais jamais pu imaginer une telle réaction. Ma popularité n'y était pour rien, bien sûr, on venait voir Matoub le chanteur, mais surtout on apportait son soutien à un homme blessé par le pouvoir. C'était incroyable. Par des paroles apaisantes, encourageantes, chaleureuses, chacun me donnait une part de lui-même. Et chaque jour les visiteurs étaient un peu plus nombreux. Les 5 balles que j'avais reçues dans le corps me faisaient souffrir le martyre. Malgré le dévouement du service médical, je me rendais compte que même cette clinique manquait de matériel et connaissait de gros problèmes d'hygiène. En 1988, les établissements sanitaires commençaient déjà à péricliter, ce qu'on peut expliquer par une simple raison: au début des années 1970, l'opération
médecine gratuite lancée par Boumedienne avait entraîné une baisse notable de la qualité des soins et des infrastructures, laissées très vite à l'abandon. Le délabrement gagna tous les services. Les règles d'hygiène n'étaient plus respectées par des personnels hospitaliers démotivés. La désorganisation était telle que tous les patients hospitalisés en Algérie ont appris à leurs dépens qu'il valait mieux ne pas tomber malade dans notre pays. Tout cela, que je savais déjà, je l'ai malheureusement bientôt vérifié. Mes blessures et les diverses opérations que j'avais subies me valaient infection sur infection malgré les soins particuliers que l'on me prodiguait. Mais le pire, c'étaient les douleurs intenables qui m'empêchaient de m'assoupir. Ce manque de sommeil aggravait mon état déjà fragile. Je devenais irascible, capricieux, j'avais des sautes d'humeur brutales et incontrôlables. Toute cette période reste pour moi un vaste cauchemar. Le seul moyen de calmer la souffrance physique a été la morphine. Il arrivait que les infirmières me fassent plusieurs piqûres par jour, tant la douleur devenait intolérable. Conséquence, ma dépendance à la drogue augmentait chaque jour. Je suis tombé dans une vraie toxicomanie, je ne pouvais plus me passer de morphine. Sitôt que je la réclamais, on m'en injectait. Je ne me suis pas rendu compte tout de suite des ravages qu'elle commençait à produire sur mon organisme, ni de l'état de dépendance dans lequel je m'installais petit à petit. Je finissais par réclamer ma dose de Dolezal, un dérivé de la morphine, avant même de sentir la douleur. Les infirmières, elles, mesuraient la gravité de cette accoutumance, et pour tenter de la désamorcer, elles m'ont plusieurs fois injecté de l'eau à la place de cette drogue. Je m'en rendais compte aussitôt, car les muscles de l'anus se contractaient d'une façon spéciale, caractéristique de l'état de manque. Je n'ai jamais rien dit, je n'ai jamais signalé que je n'étais pas dupe du stratagème. Mais je guettais l'effet de chaque piqûre. J'en faisais même, parfois, une sorte de jeu. Cependant, j'ai connu le véritable état de manque et cela, ce n'est pas un jeu. Je devenais viol, j'arrachais mes perfusions, je cassais tout ce que j'avais sous la main. Pour me calmer, les médecins cédaient. Ils ont été formidables. Une véritable équipe de choc qui a fait tout ce qui était en son pouvoir pour me rafistoler. Ensuite, on m'a envoyé quelque temps à Mustapha, le grand hôpital d'Alger, au service orthopédique. La balle qui avait traversé mon fémur ayant fait des ravages, je devais subir une opération assez délicate. Hélas, le chirurgien n'a pas tenu compte de la longueur normale de ma jambe, il a ressoudé os contre os le fémur, sans prendre en compte que j'avais perdu une partie de ma substance osseuse arrachée par la balle. A-t-il fait une erreur de diagnostic ou a-t-il sous-estimé l'importance de cette perte? Toujours est-il que cette erreur, je la paie aujourd'hui, j'ai une jambe plus courte de 5 cm qui m'invalide terriblement. Désormais, je boite, et c'est très traumatisant. Durant le mois que j'ai passé à Mustapha, j'ai reçu la visite d'Isabelle Adjani. Son geste m'a fait plaisir, tout comme la sympathie des gens de mon village venus si nombreux me voir. Je n'attendais pas la star, j'avais besoin de réconfort et de soutien. Je lui avais demandé de m'aider, de me mettre en contact avec des médias français. Elle s'y était engagée, de même d'ailleurs qu'Amnesty International. Cette aide n'est jamais parvenue jusqu'à moi. Un photographe de Paris Match l'accompagnait et je me souviens encore de la légende de la photo qui parut peu après, par parenthèse, mon nom y était mal orthographié, et qui présentait le chanteur kabyle matraqué par la police. J'étais fou de rage, j'avais reçu 5 balles de Kalachnikov dans le corps et on parlait de matraquage. Du coup, j'ai eu le sentiment d'avoir été un peu utilisé. Si certains trouvaient leur intérêt à se faire photographier, en pleines émeutes d'Alger, au-dessus du lit d'une des victimes, ce n'était pas du tout ce que j'attendais.
Intérieurement, j'étais très seul, j'avais réellement besoin d'aide. Isabelle Adjani est venue, un responsable de Médecins du Monde est venu, un représentant de la Fédération internationale des droits de l'homme est venu. Au bout du compte, personne n'a rien fait. Si je n'avais pas eu mes proches, mes amis sûrs, je ne sais pas ce que je serais devenu pendant toute cette période de calvaire. Après plusieurs semaines de soins intensifs, les médecins se sont rendus compte que les résultats étaient insuffisants et qu'il me fallait des soins encore plus pointus. L'éventualité de mon évacuation vers la France avait déjà été envisagée, mais les autorités algériennes s'y opposaient. Je crois que leur refus était motivé, en réalité, par la crainte que je me mette à parler, particulièrement aux médias. Le pouvoir a donc fait traîner aussi longtemps que possible l'autorisation de mon évacuation. Mes amis médecins ou responsables politiques kabyles ont tenté tout ce qui était en leur pouvoir pour obtenir mon départ, faisant agir tous les moyens de pression possibles. J'étais, quant à moi, totalement sous dépendance morphinique. Je savais qu'à Alger je pouvais avoir ce que je voulais et qu'il en irait sans doute autrement en France. Mon accoutumance était telle que j'étais prêt à renoncer à mon évacuation, alors que j'avais conscience qu'elle devenait nécessaire, mais je n'arrivais pas à me raisonner. Le dolosa, la volonté me libérait enfin de l'intolérable souffrance. Dans les moments d'euphorie, je me voyais même guéri ou en bonne voie de l'être. Puis, dans les moments de lucidité, je me rendais compte que les choses allaient au contraire de plus en plus mal. Les infections à répétition, qu'il fallait absolument nettoyer, nécessitaient 3, quelquefois 4 anesthésies générales par semaine. De plus, les plaies étaient si profondes que les changements de pansement se faisaient au bloc opératoire où il fallait m'endormir chaque fois. Je m'enfonçais toujours un peu plus et je croyais ne plus jamais en sortir. 3 balles avaient atteint la jambe, une le sacrum, la dernière la main. J'avais 2 fixateurs externes, un sur la jambe, un autre pour immobiliser la hanche. Pour lutter contre les escarres, on m'avait installé sur un matelas d'eau. Dans ces conditions, comment envisager une évacuation ? Mon état empirait de jour en jour. Après le mois passé à l'hôpital Mustapha, j'avais été ramené à la clinique des Orangers. Nouvelle infection, une fois encore par manque d'hygiène. Cette fois, il s'agissait du staphylocoque doré, paraît-il, un microbe qui, une fois installé, fait des ravages. À chaque nouveau pansement, il fallait racler l'os. Je me revois encore criant de douleur dans ma chambre. Personne ne pouvait rester avec moi tellement mes hurlements étaient insupportables. Les infirmières me disaient que l'on m'entendait sur 3 étages d'hôpital. Cette situation ne pouvait évidemment plus durer du 9 octobre 1988, date de l'agression, au 29 mars 1989, date de mon évacuation en France. J'ai vécu 6 mois d'enfer au quotidien. Pendant 6 mois, je n'ai pas pu faire un mouvement, cloué au lit par un système complexe d'appareillage. C'est très long, 6 mois. Il m'est passé des tas d'idées dans la tête pendant tout ce temps, de la déprime passagère à l'angoisse noire. Je me disais que jamais plus je ne remarcherais, que jamais plus les choses ne seraient comme avant. Je me voyais diminuer physiquement et sans aucune chance d'être de nouveau normal. C'est terrible de se voir mutilé et de savoir que c'est pour la vie. On doit refaire connaissance avec son corps, l'image de soi n'est plus la même. Au début, c'est d'autant plus difficile que le regard, les paroles involontairement maladroites des autres vous renvoient à cette différence. Il y a des réalités très dures à admettre quand vous êtes dans une situation de fragilité extrême. Je comprends qu'on puisse vouloir en finir. J'avoue y avoir moi-même pensé plus d'une fois. Si j'ai quand même tenu le coup, c'est que 2 forces m'ont soutenu. Leur nom, soutien, solidarité. À Tizi Ouzou, des centaines de personnes étaient venues me voir. À Alger, aux Orangers et à Mustapha, il y en a eu des milliers, chaque jour apportant de nouvelles marques d'affection, de sympathie. Je me rappelle par exemple ce garçon, dont le père avait une vache qu'il voulait vendre pour avoir un peu d'argent. Le jeune garçon, qui m'apportait chaque matin une bouteille de lait frais, s'y est opposé, tant que je n'étais pas guéri, il était hors de question de vendre la vache. Il a eu gain de cause. Je pense aussi à cette jeune femme, très malade, un cancer, je crois. Elle est morte quelques semaines après mon retour aux Orangers. Elle s'appelait Taous, elle adorait la musique. Elle venait souvent me voir dans ma chambre, nous parlions longuement de tout, de musique, de chansons, de littérature, de la vie. J'avais un petit magnétophone que je lui prêtais souvent et sur lequel elle écoutait mes cassettes.
Lorsque j'ai pu enfin remarcher un peu, c'est moi qui allais la voir. J'ai fait connaissance de ses 2 enfants. Son mari m'avait confié qu'il souhaitait l'emmener en France. C'était son rêve, elle en parlait beaucoup. C'est le dernier cadeau qu'il lui a fait. Taous, je l'aimais beaucoup, un peu comme une sœur. Pendant de longues semaines, nous avons partagé les mêmes souffrances. Mohamed, lui, avait 20 ans. Il était d'une maigreur effrayante avec ce visage si particulier qu'ont les gens vieillis prématurément, qui n'ont plus rien à espérer de la vie. Cancéreux lui aussi. Connaissait-il la gravité de son état? Je n'en sais rien. Il s'en doutait certainement, mais la maladie était un sujet que nous évitions d'aborder parce qu'elle faisait trop partie de nous-mêmes. Notre échappatoire, c'était nos longues conversations. Un matin, il est parti au bloc opératoire. Les médecins ont ouvert et refermé aussitôt, il n'y avait plus rien à faire. On se voyait très souvent, moi occupant la chambre 77, lui, celle d'en face. Souvent, je lui prêtais des livres dont nous discutions ensuite. Il avait une soif de lecture incroyable, comme si, en quelques semaines, il voulait rattraper le temps perdu et apprendre tout ce qu'il ne savait pas. Sa mère passait régulièrement me voir. Elle posait ses mains sur mon ventre et récitait des versets du Coran. Elle priait beaucoup, pour son fils mais aussi pour moi. Nous, les malades du 3e étage, savions que le personnel médical avait baptisé ce secteur « couloir de la mort ». Ceux qui l'occupaient étaient des malades incurables, généralement condamnés. Cette mère, pathétique, rêvait qu'à sa mort son fils irait rejoindre directement le Créateur. Mohamed est sorti des orangers un jeudi. Il est mort le dimanche. Quelques jours plus tard, sa mère est revenue me voir. Pour elle, j'étais le dernier lien qui la rattachait encore à son fils. Elle pleurait beaucoup, j'avais énormément de peine pour elle. Quand on a frôlé la mort de si près et que l'on a noué des relations avec des malades condamnés, on éprouve le sentiment d'une espèce de dette qui vous oblige à respecter la vie. La souffrance, c'est vrai, aide à apprécier le bonheur. On devient tout d'un coup moins exigeant, moins prétentieux, on apprend à se satisfaire de peu et à accepter son sort. Taous, Mohamed et les autres n'ont pas longtemps vécu avec moi. Mais d'une certaine façon, je reste en contact avec eux dans l'au-delà. C'est une sensation très étrange, peut-être effrayante pour certains, mais qui apporte une force supplémentaire pour supporter les épreuves. Heureusement, j'ai connu aussi quelques moments agréables. Un jour, un groupe de jeunes femmes, étudiantes, vint me rendre visite. Jolies, fraîches, elles avaient peut-être mis leurs plus belles robes pour l'occasion. D'abord, elles m'ont tout embrassé, puis l'une d'elles a entamé une de mes chansons, d'une voix pure, au timbre magnifique. Les autres ont repris en chœur le refrain. C'était superbe, tellement beau que j'ai éclaté en sanglots. L'émotion était trop forte. Cette chanson, Arwa, Arwa, viens, viens, parle de la séparation, de l'éloignement et de la peine qu'on ressent lorsque l'être aimé n'est pas là. Lorsque l'être aimé n'est pas là. Un peu comme Ne me quitte pas, de Jacques Brel. L'entendre chanter par ces jeunes femmes était à la fois doux et douloureux. L'espace d'un moment, j'ai été transporté dans un monde différent, beau et tendre à la fois, au point que j'ai même réussi à oublier l'atmosphère pénible de l'hôpital. Un rayon de soleil était venu jusque dans ma chambre. J'en avais vraiment besoin. Certaines femmes, parfois âgées, ont fait des centaines de kilomètres dans des conditions souvent difficiles, car les transports chez nous sont médiocres, rien que pour venir m'apporter des gâteaux, du pain, autant de choses dont elles avaient sans doute plus besoin que moi. Elles et tous mes visiteurs m'encourageaient à tenir le coup, m'assuraient qu'ils avaient besoin de moi, de mes chansons, que mon combat était important et qu'il fallait que je sois vite sur mes deux jambes pour le reprendre, continuer à chanter. J'ai eu souvent les larmes aux yeux devant des témoignages si merveilleux, jamais je ne me serais attendu à pareille preuve d'affection. Au fond de moi-même je m'interrogeais, en partant pour la France, j'avais l'impression de les trahir. En avais-je le droit? Pourtant j'ai fini par me laisser convaincre, poussé par l'urgence. Une fois de plus le pouvoir n'a cédé que sous d'énormes pressions politiques. Pour accélérer la procédure, j'avais entamé une grève de la faim. Sitôt informés, des centaines d'étudiants sont venus me soutenir devant l'hôpital. Pas de slogan, pas de cris, juste un sit-in avec quelques banderoles exigeant mon évacuation. Les autorités ont enfin donné leur feu vert. Je me souviens que je suis descendu avec mes béquilles car je tenais à peine debout,
dans la cour de l'hôpital. Bouleversé, j'ai dit aux manifestants, « Vous avez réussi, nous avons réussi, je pars demain pour la France. » J'entends encore le cri de joie qu'ils ont poussé et les applaudissements qui ont suivi. Le lendemain, ils étaient de nouveau là pour vérifier que je partais bien, que le pouvoir n'avait pas fait marche arrière au dernier moment. Plusieurs étudiants m'ont escorté jusqu'à l'aéroport. Je quittais mon pays où j'avais failli mourir. J'aurais dû être soulagé. Au contraire, une grande appréhension, une sorte d'angoisse, m'avait envahi. Cette profonde relation qui me lie à l'Algérie, je la connaissais déjà, mais c'est dans la douleur que j'en ai eu confirmation, mon pays représente tout pour moi. Arrivé en France, j'ai aussitôt été transporté à l'hôpital Beaujon, accompagné d'un cousin cardiologue. Je m'attendais au pire, et le pire est arrivé, tant que mon cousin me faisait régulièrement des injections de Dolozal, dont il avait emporté un lot d'ampoules, je restais calme. Mais le stock fourni à Alger s'est rapidement épuisé. À Paris, les choses n'étaient pas aussi simples, il ne suffisait pas d'en demander pour en avoir. Il a fallu mettre en place un processus de sevrage qui, dans les conditions de dépendance où j'étais, s'est révélé épouvantable. Je criais, j'insultais tout le monde, les infirmières, les aides-soignants. Je n'avais qu'une idée, rentrer à Alger. On m'a isolé dans une chambre capitonnée d'où personne ne m'entendait plus crier. Entre ces 4 murs nus et sourds, je n'avais plus aucune ressource. Parfois, au matin, une infirmière passait me donner quelques comprimés pour dormir, ou injecter un produit calmant dans ma perfusion. Il a fallu des jours et des jours, un temps interminable, pour me sortir d'affaire. En même temps, il s'agissait de soigner mes infections, ma jambe. L'équipe médicale a fait un travail réellement formidable. Je suis arrivé le 29 mars à Beaujon, 6 semaines plus tard, je chantais dans le stade de Tizi Ouzou devant des milliers de gens. Je revivais. Même si je savais que j'aurais à retourner plusieurs fois à Beaujon, j'avais encore des fixateurs parce que je devais subir une greffe osseuse, j'avais retrouvé les miens et c'était l'essentiel. Ce concert m'a apporté une sorte de répit, une impression de délivrance. Ce jour-là, j'ai compris ce que veulent dire les médecins quand ils insistent sur l'importance du moral dans la guérison. Ce jour-là, j'ai su que les 5 balles de Michelet étaient définitivement vaincues. Elles n'étaient que 5 tandis que des milliers de cœurs battaient en face de moi. Nous avions gagné. J'ai utilisé les 6 semaines qu'a duré mon premier séjour à Beaujon pour composer. Malgré le bonheur que me procure la musique, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que le 20 avril, jour anniversaire du printemps berbère, je ne serais pas chez moi. C'est la seule et unique fois que j'ai manqué ce rendez-vous essentiel et j'ai très mal supporté cette absence. Cette journée est si fondamentale pour moi que, chaque fois que j'ai dû me rendre à l'étranger, j'ai fait en sorte d'être à Tizi Ouzou le 20 avril. Cette fois, j'étais au lit, immobilisé à la suite de ma première intervention, très importante. Lorsque l'anesthésie a cessé d'agir, la journée a tourné au cauchemar. J'imaginais la scène là-bas, le défilé, les milliers de personnes dans les rues, les interventions et les discours. Quels mots, quelles phrases allaient-ils être prononcés? Mon âme était là-bas avec mes compagnons et amis. Piètre consolation. Je souffrais beaucoup et soudain, au milieu de mon chagrin, des paroles de chansons sont venues en moi, qui parlaient de l'absence, les montagnes sont mon âme, ces montagnes dévalées par des milliers de personnes. Toi, tu es absent en fait, je me décrivais au milieu de la foule. Il s'est produit alors un phénomène étrange, une véritable fusion entre moi, mon lit, ma chambre d'hôpital et eux, là-bas, à des milliers de kilomètres, tous ceux que j'aime, tous ceux pour lesquels je me bats. L'ironie du sort est le titre choisi pour présenter ces chansons composées à l'hôpital. Une fois encore, la douleur a présidé à la création. L'épreuve qu'ont représenté l'agression et ses conséquences aurait pu m'anéantir. Paradoxalement, elle m'a renforcé. Elle m'a permis d'être mieux perçu par les miens et, en retour, j'ai pu pendant ces longs mois de souffrance apprendre à mieux communiquer avec eux, à mieux les comprendre. Je découvrais qu'en m'accompagnant dans la douleur, en me demandant, en exigeant de moi ma guérison, ils participaient à la survie de leur porte-parole. Par une terrible ironie, une tentative d'assassinat a provoqué le plus profond changement de mon existence. Il fallait que je m'en sorte. Mes chansons y ont contribué largement, celles qui parlent de ma souffrance, des circonstances dans lesquelles j'ai été blessé, qui évoquent aussi toute ma détresse affective, ma maladie, ma peine à survivre.
Je les ai enregistrés en m'esquivant de l'hôpital aux heures de visite, entre midi et 20h. Je me déplaçais avec mes béquilles, toujours affligé d'un fixateur externe sur la jambe, d'une colostomie et d'une poche externe sur le côté gauche. Ma femme, qui, jusque-là, avait tenu le coup, a fini par craquer. Tous ces événements étaient trop lourds à porter. Je pense maintenant, avec le recul, que je lui ai trop demandé sans pouvoir rien lui donner en échange. J'en étais bien incapable à ce moment-là. Elle a tenu jusqu'aux limites du possible avant d'abdiquer. Le divorce qui s'annonçait fatalement n'arrangeait pas les choses. Mon ex-épouse était très jeune lorsque nous nous sommes mariés, et orpheline. Son père, un grand berbériste des années 60, au temps de l'Académie berbère, rue d'Uzès à Paris, avait été recherché, traqué pendant plusieurs années par la sécurité militaire de Boumedienne. Dachaban, c'était son prénom, est mort en 1979 dans un accident de la route. Moi, je suis sûr qu'il a été assassiné. Son fils unique, qui était à ses côtés, fut grièvement blessé. Évidemment, rien n'a jamais pu être prouvé. Écrites dans la douleur, les paroles de mes chansons témoignaient de ce que j'avais eu à endurer, leur succès a été total et immédiat. Tout ce que j'y décris est la réalité d'un enfer quotidien, de ces moments où j'ai failli glisser dans le vide, m'abandonner, toute énergie disparue. J'étais vidé, plus rien ne comptait. Ce qui m'a raccroché à la vie dans les pires moments de déprime, c'est l'estime du public, sa sympathie qui m'a suivi partout. Plusieurs fois, je me suis surpris à parler à mon mandole comme à un être humain. C'était comme un besoin irrépressible. Il y avait dans ma chambre un fauteuil spécialement équipé où je m'installais pour passer des heures et des heures à jouer et à composer. Les infirmières, dès qu'elles avaient un peu de temps, se réunissaient autour de moi et restaient là, à écouter. Elles ne comprenaient pas ce que je chantais en kabyle, mais elles me soutenaient et me traitaient comme une sorte de phénomène. Je garde un souvenir très tendre de l'ensemble du personnel. Une des infirmières, qui se prénommait Swazik, m'est particulièrement chère. Jamais je ne l'oublierai. Quand je ne parvenais pas à dormir, elle me racontait des histoires et, pour me relaxer, elle me caressait le front. Merci, Swazik, pour ces gestes-là. Bien que je n'ai pas dû être un malade facile, on m'a toujours aidé au maximum, non sans parfois quelques grincements de dents. Paris n'est pas Alger. À Beaujon, on ne plaisantait pas avec les heures de visite, de sorte que, lorsque j'étais trop fatigué, les médecins interdisaient purement et simplement ma chambre. Il s'agissait d'expliquer à tous ceux qui venaient me voir, et ils étaient nombreux, que je me reposais. Le défilé incessant des visiteurs à l'hôpital ne facilitait pas le travail d'une équipe soignante qui n'avait jamais vu cela. Pendant cette année ponctuée de multiples allers et retours à Beaujon, le plus dur pour moi, ce ne fut ni les béquilles, ni les fixateurs sur ma jambe, ni même la perspective d'une invalidité permanente, ce fut la colostomie, due à l'anus artificiel qu'on m'avait posé pendant 18 mois, et qui m'a contraint à porter une poche externe sur le côté gauche. Une colostomie, c'est un véritable enfer. Impossible de vivre de manière normale. Au moindre déséquilibre alimentaire, c'est la catastrophe. La poche éclate et les selles se déversent partout. Toute vie sociale est interdite, car comment expliquer qu'à tout moment vous pouvez vous retrouver dans une telle situation? Qui peut comprendre? Qui peut supporter? Il est déjà difficile de se supporter soi-même, alors comment demander un tel exploit, même à des êtres chers? Je ne souhaite pas à mon pire ennemi de vivre pareille expérience. Pendant 18 mois, il m'a fallu ravaler toute pudeur, pendant 18 mois j'ai été condamné à la solitude. Pourtant, pendant ces 18 mois, j'ai sillonné la Kabylie en tous sens et je me suis produit partout, notamment à Béjaïa, ex-Bougie, la capitale des Hamadites. Dans la cité kabyle la plus célèbre historiquement, la jeunesse s'est mobilisée pour le combat identitaire avec une vigueur jamais égalée. Des cadres de valeur sont en train d'apparaître, l'histoire de Béjaïa est désormais entre de bonnes mains, j'en suis sûr, puisque le mouvement culturel berbère occupe désormais l'espace citadin et rural. La chanson, cette fois encore, m'a tenu en vie, m'a aidé à supporter les humiliations dues à mon état. Ma cassette terminée et enregistrée à Paris, j'ai décidé de rentrer chez moi où je voulais faire un gala. Une semaine après ma sortie de l'hôpital, j'étais à Tizi Ouzou incognito, je ne voulais personne à l'aéroport. Si mon arrivée avait été annoncée, des centaines de personnes se seraient présentées à ma descente d'avion. J'ai simplement prévenu un ami qui est venu me chercher en 2 CV et nous avons fait le trajet Alger-Tizi discrètement. Il était tard.
Nous nous sommes arrêtés dans un restaurant pour dîner et là on m'a reconnu. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. 2 jours plus tard, je faisais un gala dans le stade Oukil Randan de Tizi devant des milliers de personnes. Le stade était noir de monde, bondé. Pendant plusieurs minutes, la foule a scandé mon nom, Matoub. Matoub est revenu, d'une seule et même voix qui emplissait le stade. Impression indescriptible. Je n'y croyais pas. Après ce qui m'était arrivé, tant de gens étaient persuadés que je ne reviendrais jamais à la chanson. On m'avait laissé pour mort. Ma seule réponse, la seule façon que j'avais de prouver que Matoub était toujours vivant fut de donner ce concert, grâce auquel j'ai eu l'impression de revivre. J'avais besoin de force pour continuer à me battre sur le plan physique. J'avais besoin de courage pour continuer à affronter le quotidien. Ce concert m'a apporté les deux, il m'a définitivement donné le coup de fouet dont j'avais absolument besoin pour chanter, mais aussi pour me battre sur le plan politique. Mes détracteurs ont compris là qu'ils m'avaient enterré un peu trop vite. Si 5 balles n'avaient pu avoir raison de moi, ni de mon corps ni de mon esprit, 2 béquilles ne m'empêcheraient certainement pas d'aller de l'avant. Et mon combat restait ma priorité. À partir de ce moment-là, chaque opération que j'avais encore à subir, je l'ai vécue comme un espoir. En 18 mois, j'ai été opéré 14 fois. Après les béquilles, je suis passé à la canne. C'était un progrès énorme qui signifiait plus d'autonomie, plus de liberté. Je commençais à voir la sortie du tunnel. Je me forçais à marcher, malgré les difficultés, parce que j'avais envie de rattraper le temps perdu. Après tant de séjours passés à l'hôpital, j'avais faim de tout. Je revivais. Mon autre préoccupation, fondamentale aussi, était d'amener les autorités à reconnaître le crime commis. Dès 1988, ma sœur Malika avait entamé des démarches administratives. Je prétendais obtenir une indemnisation de l'État pour invalidité, ce qui impliquait l'ouverture de dossiers. Naturellement, on me réclamait sans cesse de nouveaux documents. Or aucun papier officiel ne signalait mes blessures, aucun procès-verbal n'existait, la gendarmerie de Michelet n'ayant jamais reconnu qu'elle avait tiré sur moi. En 1990, la mairie de Michelet m'a invité à me produire dans cette ville. À cette occasion, une plaque commémorant la date et le lieu où j'avais été blessé devait être dévoilée. Cette plaque était en quelque sorte une revanche que je prenais sur le pouvoir et ses sbires, les gendarmes, qui n'avaient pas hésité à me prendre pour cible. Le concert fut une réussite, réunissant plus de 80 000 personnes. Honneur, fierté, le maire de Michelet n'était pas avare de superlatifs à mon égard. La plaque fut inaugurée. On y avait gravé ces mots, à cet endroit Matoub Lounès, le chanteur engagé de la cause berbère, a été gravement blessé. Cette plaque n'a été vue par le public et par moi, même qu'une seule fois, quelques heures après avoir été posée, elle avait disparu, enlevée volontairement ou volée, je ne l'ai jamais su. J'ignore ce qu'elle est devenue. Quoi qu'il en soit, j'ai profité ce jour-là du soutien de la population pour obtenir ce qui m'était dû. Après le concert, je me suis adressé à la foule, j'ai quelque chose d'important à vous demander, ai-je dit. Tout ce que tu veux, m'ont répondu les spectateurs unanimes. Je leur ai décrit les problèmes administratifs que j'avais avec la gendarmerie de Michelet. La foule s'est dressée, on y va. Et, en effet, nous y sommes allés. Nous étions plusieurs centaines devant la gendarmerie où nous avons fait un sit-in. Pris de panique devant une situation qui menaçait de les dépasser complètement, les gendarmes ont réclamé du renfort. Pendant ce temps-là, je suis entré à l'intérieur du poste et j'ai exigé le procès-verbal rendant compte de mes blessures. Dehors, la foule criait. Je me suis rendu compte du risque que nous courions tous, à la moindre provocation, si un coup de feu malencontreux éclatait, ou sous n'importe quel prétexte, c'était le massacre. Les gendarmes n'auraient pas hésité à tirer dans la foule, j'en savais quelque chose. Le commandant responsable du poste de Michelet m'ayant certifié que le procès-verbal me serait envoyé dès le lendemain et bien que je sois sûr qu'il bluffait, je ne voulus pas faire durer le face-à-face plus longtemps. Je suis sorti, j'ai expliqué que j'avais obtenu des garanties et chacun est rentré chez soi. Il n'y a pas eu de provocation mais je n'ai, évidemment, jamais reçu mon procès-verbal. Peu après, j'ai décidé de porter l'affaire à un niveau supérieur. L'État a proposé de m'indemniser par le biais de la Caisse de sécurité sociale, la CNSA algérienne. J'ai demandé à ce qu'un budget spécial soit débloqué non seulement pour moi, mais pour toutes les victimes et les familles de victimes, d'octobre 1988.
Ce n'était pas à la sécurité sociale à prendre en charge les horreurs dont s'était rendu coupable Chadli Ben Jedid et son gouvernement. À l'heure où j'écris, cette demande est toujours lettre morte. Personne n'a été indemnisé. Pourtant je ne désespère pas. Je continuerai à me battre et à réclamer notre dû. Pour moi, en tant que porte-parole de toutes les victimes anonymes d'un pouvoir qui n'a pas hésité à tirer sur la foule, il s'agit d'un problème de conscience. En me proposant un semblant d'indemnisation, on devait penser que je me calmerais. C'était mal me connaître. Je réclame et je continuerai à réclamer pour toutes les victimes de 1988. On ne peut pas effacer d'un trait cette période, les émeutes et la répression qui a suivi. Un pouvoir fasciste a tiré sur la foule. Si aujourd'hui nous devons affronter à la violence intégriste, c'est parce que le FI a parfaitement su exploiter le désarroi qui s'est emparé d'une partie de la population après ces émeutes. Les intégristes se sont engouffrés dans la brèche ouverte par la vague de violence d'octobre. Ils ont su proposer aux familles des victimes l'aide morale ou financière dont elles avaient besoin. C'est à ce moment-là qu'ils ont recruté dans les quartiers les plus défavorisés et quasiment abandonnés par le pouvoir. Ce que nous récoltons aujourd'hui a été, en large part, semé en 1988. C'est une raison supplémentaire pour que je ne recule pas. De son côté, sur le front politique, le mouvement culturel berbère, véritable relais, prenait depuis 1980 chaque jour plus d'importance, et le printemps berbère de même. Avec la montée en puissance des intégristes, notre revendication identitaire se trouvait propulsée sur le devant de la scène kabyle. Depuis l'indépendance, l'Algérie s'était tracé un programme de développement sur tous les plans. Boumedienne avait annoncé qu'une révolution culturelle suivrait les révolutions agraires et industrielles, lesquelles se sont d'ailleurs soldées par des échecs cuisants. Parallèlement, toute forme de pensée autonome rencontrait l'indifférence, sinon le rejet. Autrement dit, il fallait s'attendre à l'éradication de la dimension berbère dans notre pays. Au lendemain de l'indépendance, nos droits les plus élémentaires et les richesses de notre patrimoine culturel avaient été sciemment ignorés, sinon bafoués, prétendument pour sauvegarder l'unité nationale, bâtie sur l'idéologie arabo-islamique. La question berbère a toujours été mal comprise en Algérie. Ainsi, juste après la guerre, le président Ben Bella répétait-il volontiers « Nous sommes des Arabes, coupant court de la sorte à toute autre définition de l'identité algérienne. On décréta le parti unique, la religion unique, l'arabe classique langue unique, alors qu'elle n'est la langue maternelle d'aucun Algérien. Un étau meurtrier étouffe un peuple déjà meurtri, écartelé entre ces deux familles que l'écrivain Tahar Djaou qualifiera plus tard de « famille qui avance et famille qui recule ». Le discours officiel est invariable. On refuse de reconnaître la diversité du peuple, pour, paraît-il, éviter la division. Par voie de conséquence, la langue berbère n'a aucune place dans l'ensemble des institutions algériennes et tous les textes officiels émanant de l'État ont systématiquement évité de mentionner le terme même de berbère. J'avais choisi mon camp. Tahar Djaou a dit à cet égard des choses remarquables, qui me reviennent en mémoire, le silence c'est la mort et toi, si tu parles, tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors parle et meurs. Je veux parler et je ne veux pas mourir. À la pointe d'un combat que j'avais toujours revendiqué et assumé, je me suis automatiquement trouvé amené à jouer un rôle important au sein du MCB. Cette reconnaissance, acquise bien avant 1988, les balles d'octobre l'ont renforcée. À partir de ce moment, j'ai joué un rôle plus actif au sein du MCB, à commencer par le 25 janvier 1990. Ce jour-là avait lieu dans la capitale l'une des plus importantes marches que le pays avait eu à connaître depuis longtemps. Plus de 500 000 personnes ont défilé dans les rues d'Alger pour réclamer « Tamazight », langue nationale et officielle. Cette marche a eu un impact énorme, elle reste dans toutes les mémoires comme l'une des plus grandes manifestations. À cette occasion, donc, je fus choisi pour remettre au président de l'Assemblée populaire nationale, APN, le rapport de synthèse du deuxième séminaire du MCB. J'étais accompagné d'une délégation qui me suivit dans la salle de réunion. En jetant le rapport sur la table, je dis au président, lisez-le, si vous avez le temps. Il n'en croyait pas ses yeux. Jamais personne n'avait osé se comporter de la sorte. Hélas, le pouvoir n'a pas cédé. Quant à la délégation présente avec moi, la quasi-totalité de ses membres appartenait au Front des Forces Socialistes, FFS, de Haït Ahmed, car il faut dire que le MCB a été utilisé parfois uniquement à des fins politiques.
Après cette marche du 25 janvier 1990, sur l'insistance de mes amis, je suis reparti pour Paris, à l'hôpital Beaujon, où je devais séjourner pour le rétablissement de la continuité digestive, c'est-à-dire la fermeture de l'anus artificiel, et pour le retrait du fixateur externe que je portais sur la jambe droite. À la mi-avril, les médecins m'avaient remis sur pied. Plus de poches, plus de fixateur. J'étais rétabli physiquement, mais une fois de plus très déprimé, de plus en plus nerveux. Certaines personnes me harcelaient pour utiliser ma notoriété au bénéfice de leur propre chapelle. Je ne m'en apercevais pas à l'époque, car ce qui comptait, c'était de se dresser contre toute forme d'oppression menaçant notre identité. La célébration du 20 avril 1990 écarta la catastrophe, même si la fête prévue a failli se transformer en champ de bataille. Plus de 200 000 personnes étaient présentes, certaines venues du Maroc, d'autres de Libye et d'ailleurs. J'étais encore très malade. Je ne connaissais pas les querelles souterraines qui opposèrent les uns aux autres. Mon intervention sur scène fut interprétée par une partie du public comme une prise de position partisane. Dans l'assistance, le mécontentement a failli dégénérer en affrontement général. Le pire a été évité de justesse. L'histoire jugera. Conséquence de cette année de confusion et de convulsion, de grandes dissensions se firent jour au sein du mouvement culturel berbère. Deux courants se dessinèrent, les commissions nationales liées au FFS, et la coordination nationale liée au Rassemblement pour la culture et la démocratie, le RCD. Entre les deux courants, je gardais une certaine neutralité, estimant important de ne pas livrer au conflit partisan une revendication consensuelle. Le MCB, en tant que mouvement, était indispensable. Il l'est toujours, et même il l'est de plus en plus, car il représente ce qu'il y a de plus important pour nous Kabyles, notre identité. Depuis 1980 et le printemps berbère, il constitue le fer de lance de notre combat. Aujourd'hui, la situation dans notre pays a transformé le MCB en mouvement de résistance, toujours en première ligne. Des milliers d'entre nous, nés avec la création du mouvement, en font aujourd'hui leur raison de vivre. Le MCB a toujours combattu sur le terrain, combat qui continue aujourd'hui quand on voit que même la Kabylie est sérieusement menacée par l'intégrisme. Je crois que le MCB et moi, par-delà les clivages politiques, ne faisons qu'un. Maintenant le rapport de force s'est d'ailleurs sensiblement modifié. Et cela, la population kabyle en a bien conscience et peut le vérifier quotidiennement. Si, aujourd'hui, la Kabylie résiste contre vent et marée, elle représente même le seul bastion de la résistance en Algérie, c'est beaucoup grâce au mouvement culturel berbère. Lorsqu'en 1991, de la Kabylie, nous avons assisté à un puissant aura de marée du Front islamique du salut, nous avons sonné l'alarme. Nous nous sommes mobilisés pour contrer l'avancée du FI. La Kabylie, bastion démocrate, a fait de son mieux. Pour ma part, j'ai chanté, j'ai dénoncé. À cette occasion, j'ai compris aussi que parler aux couches populaires arabophones de laïcité était pour elles synonyme d'athéisme. Des décennies d'empire du parti unique ont produit ce résultat, une incompréhension entre les populations arabophones et les Kabyles. Comment dans ces conditions parvenir à la moindre entente? Mon enlèvement l'a bien prouvé. Ce qui faisait le plus peur à mes ravisseurs, c'était évidemment le MCB, dont ils voulaient à tout prix savoir comment contrecarrer les initiatives. Ils multipliaient les questions, le MCB était-il armé? Quelle force représentait-il au sein de la population kabyle? Pourquoi ces directives étaient-elles aussi largement suivies? Si je suis vivant, c'est également grâce au MCB et à la puissante mobilisation que le mouvement a pu obtenir. La pression et les menaces que le mouvement a exercées sur les intégristes et leurs soutiens locaux ont été décisives. J'étais plutôt à l'écart de la politique, mais les élections législatives de 1991 approchaient, en découvrant ces thèmes de campagne, je partageais de plus en plus les convictions politiques du docteur Saïd Sadi, fondateur du mouvement culturel berbère. Je pense qu'il est aujourd'hui l'homme le plus courageux et le plus honnête en Algérie. Alors que tant d'autres ont déserté le terrain politique, ont choisi de vivre en dehors de nos frontières, lui continue à se battre jour après jour. Il refuse d'abdiquer et de laisser vacant un espace dans lequel les intégristes ne demandent qu'à s'engouffrer. C'est un véritable démocrate. Ma rencontre avec Saïd Sadi a eu lieu en 1991. Ayant appris que sa mère était morte d'une mort violente, je suis allé lui présenter mes condoléances. Il m'a reçu dans son bureau. J'étais désemparé, je m'attendais à rencontrer un homme dur, j'ai vu quelqu'un qui a pris le temps de m'écouter, de parler de mes souffrances et de ce que j'avais enduré ces derniers mois.
cela malgré sa peine, malgré son désarroi. Je l'ai revu souvent. Quand il passait près de chez moi, il n'hésitait pas à venir à la maison même si j'étais absent. Il adorait ma mère et ma mère l'adorait. Ils parlaient ensemble, en kabyle, des heures durant. Les élections législatives approchaient. Un jour, Saïd Sadi arrive à midi à la maison, à la grande joie de tous. Je me souviens qu'il était vêtu d'un burnou d'une blancheur immaculée. Son directeur de campagne l'accompagnait, je les invite tous deux à déjeuner. Au cours du repas, il m'a tenu des propos que je ne suis pas prêt d'oublier. Lounès, je t'en supplie, ne te mêle pas de ces élections. Toi et les autres personnalités culturelles, vous êtes nos valeurs stables. Ne mettons pas le feu à nos propres vaisseaux au milieu de l'océan. Songeons au repli. Lounès, je t'en conjure, reste en dehors de cette lutte fratricide. La campagne battait son plein. Le soir même, le principal responsable FFS de la région débarquait chez moi pour me harceler de questions sous mon propre toit. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Qu'est-ce qu'il te veut? Si tu l'appuies dans sa campagne électorale, le jeu ne sera pas équitable. J'étais hébété par un discours que je jugeais absurde. Dès ce moment, j'ai commencé à prendre mes distances d'avec les formations politiques. J'avais compris que certains responsables du FFS voulaient m'utiliser, or je voulais rester totalement indépendant. Je croyais que la chance m'était revenue. Je sortais de plusieurs mois d'hospitalisation. Je revivais. Je remarchais, en boitillant certes, mais j'arrivais à me déplacer sans trop de mal. J'étais sorti du cauchemar. En 1990, le destin en a décidé autrement. Pour une simple querelle de voisinage, tout a de nouveau basculé. Une route destinée à relier les villages voisins au siège de la nouvelle mairie, APC, était en projet. Bien avant ma première hospitalisation, en 1988, les topographes avaient déjà vérifié le tracé. Les responsables de la mairie m'avaient même contraint à faire démolir une petite cabane qui se trouvait près de chez moi, sur un lopin de terre m'appartenant, car la route devait passer à cet endroit. Puis, en 1990, le tracé initial est changé. Les autorités locales décident de faire passer la route au ras du mur de ma maison, ce qui, de fait, favorisait mon voisin, lequel avait l'intention de faire construire un immeuble. Pendant mon hospitalisation, il avait soudoyé certains responsables de la mairie et de la wilaya afin d'obtenir la fameuse modification du tracé de cette route. Comprenant la manœuvre, je porte plainte. Avant même qu'il ne pose sa première pierre, une mise en demeure lui est envoyée. Sans en tenir compte de cet avis, il décide de continuer. 4 autres sommations lui seront adressées par la suite. Lui continuera à bâtir, de nuit, pour mettre les autorités devant le fait accompli. Un matin, ulcéré par le vrombissement du marteau-piqueur, je me rends au siège de l'APC porter plainte une nouvelle fois. 2 agents de l'urbanisme m'accompagnent sur les lieux. À leur vue, mon voisin commence à m'insulter. Ma sœur apparaît devant la porte de la maison. Mon voisin n'interrompt pas le flot de ses injures grossières en dépit de sa présence. Perdant mon sang-froid, je monte dans ma voiture pour foncer sur lui. Il se cache derrière un pilier et mon 4x4 est arrêté par le grillage de protection de son chantier. Les 2 agents de l'APC font tout pour me retenir, m'expliquant que le voisin cherchait à me faire perdre patience. « Ressaisis-toi » me répétait-il. J'étais à bout de nerfs, je voyais rouge, mon honneur était souillé par les insultes infamantes proférées devant ma sœur. Or mon voisin était physiquement beaucoup plus fort que moi, qui sortait de l'hôpital affaibli, invalide. Je rentre chez moi, j'attrape un magnum de whisky et je me mets à boire au goulot. Très vite, je fus saoul. Ma colère, loin d'être apaisée, avait encore grandi. J'attrape mon fusil de chasse, je l'arme, je sors. Et je commence à tirer en l'air. Je n'avais pas l'intention de tuer ni de blesser quiconque, je voulais simplement me faire entendre. Les jeunes du village, alertés par le bruit des tirs, accourent et je leur tends mon fusil sans opposer la moindre résistance. 1 heure après, la gendarmerie arrive, bientôt suivie de notables du village. Ils voulaient en fait apaiser tout le monde. Pour ne pas m'arrêter devant témoin, le brigadier me convoque à la gendarmerie avant 17 heures. Quand j'y suis arrivé, mon voisin, le père de celui-ci, 3 villageois et plusieurs gendarmes étaient présents. À peine me voit-il que mon voisin recommence à m'insulter et m'envoie un coup de pied dans le ventre. Puis je ressens une violente douleur dans le bas du dos.
Je me retourne pour constater que le père de mon voisin tenait une énorme dague, il m'avait poignardé. Je m'effondre. On m'emmène chez un médecin qui recommande mon évacuation immédiate sur Tizi Ouzou pour explorer ma blessure à l'hôpital. Aux urgences, on nettoie la plaie, on me met un pansement. Et le médecin décide de me renvoyer chez moi sans m'avoir réellement examiné. Diagnostic, blessure superficielle. Je m'affaisse sur mon lit. À la tombée de la nuit, des douleurs atroces m'empêchent de dormir. J'avais soif, je buvais, je vomissais et je rebuvais sans arrêt. À 2 reprises au cours de cette même nuit, mes amis me conduisent chez un médecin de campagne. La première fois, il était absent. Au fur et à mesure que les minutes s'écoulaient, mes douleurs s'accentuaient. Ce n'est qu'à la 2e tentative que nous le trouvons chez lui. Il était déjà 3h30 du matin. Le médecin m'administre un pansement gastrique, me fait une injection intraveineuse et me donne aussi des suppositoires à prendre chez moi. De retour à la maison, les douleurs redoublent. Je me mets un suppositoire et je sens un filet de sang couler entre mes cuisses. J'appelle mon fidèle ami, Fodil, qui arrive aussitôt. Fodil, le poignard m'a perforé le rectum. J'en suis sûr, j'étais tellement mal que je pleurais sur mon sort. C'était vraiment trop pour un seul homme. Le lendemain, me trouvant dans un état d'extrême faiblesse, ma sœur Malika m'emmène avec l'aide de Fodil au CHU de Tizi Ouzou. J'étais livide. Mon ventre avait gonflé dans la nuit. Le moindre effleurement était insupportable. On m'envoie faire une radiographie. Certains médecins diagnostiquent une appendicite. D'autres affirment qu'il s'agit d'une infection liée à mes précédentes interventions. Moi, je savais qu'il n'en était rien. Je répétais que j'avais été poignardé, je les implorais. C'était l'été. Le chirurgien faisait du camping et il fallut attendre 23 heures pour qu'il arrive. Impossible de le déranger plus tôt. Enfin, on m'opère. J'avais développé une péritonite. Je savais alors qu'une telle infection pouvait me tuer très rapidement. Le chirurgien ouvre, nettoie et suture, mais sans explorer le rectum. Pendant 2 jours, les douleurs ayant presque disparu, j'allais à peu près bien. Le 3e jour, c'est le drame. À l'intérieur de mon ventre, les selles et le pus se mélangeaient. L'intervention était un échec. Mossaïd et Fodil, en permanence à mon chevet, se rendent compte qu'il faut intervenir très vite, car une fistule est en train de m'empoisonner de l'intérieur. Ils font le tour de l'hôpital avec un jeune infirmier très dévoué, Smaïl, à la recherche d'un médecin. En vain. Aucun ne veut assumer la moindre responsabilité. Mossaïd, Fodil et Smaïl décident alors de prendre les choses en main, car ma vie est en jeu. De même, ils font sauter les points de suture. Un liquide visqueux, mélange de sang et de pus, s'écoule de la plaie. J'avais affreusement mal mais je venais d'être miraculeusement sauvé. Terrible Algérie où, dans un hôpital régional, c'est l'intervention personnelle d'un infirmier aidé par mes 2 amis qui rattrape les erreurs commises par un système de santé en perdition. Tous, pensant que cette nuit-là était la dernière de ma vie, se relayaient à mon chevet, de même que ma famille totalement désespérée. C'était grave, car j'étais à bout de force. Fodil avait laissé pousser sa barbe, ce qui m'inquiétait parce que, chez nous, un homme laisse pousser sa barbe lorsqu'il est en deuil. Fodil, que se passe-t-il? Pourquoi cette barbe? Il me répond tranquillement, ne t'inquiète pas, je n'ai pas le temps de me raser. Je suis en train de m'occuper de ta prise en charge pour que tu partes rapidement en France. En effet, je savais qu'il fallait une prise en charge. Mais moi qui le connaissais bien, j'étais sûr qu'il cachait sous son activité une grande tristesse, persuadé que j'allais mourir. Lorsque le directeur de l'hôpital est arrivé enfin, il s'est rendu compte de la situation et du diagnostic erroné, hélas trop tard. La seule solution restait mon évacuation à Paris. Une fois de plus. Les papiers pour mon transfert, dûment remplis, étaient entre les mains du médecin accompagnateur. Pour une somme misérable de 200 francs, qu'il fallait lui verser en devise à titre d'allocation de séjour, il faisait tout pour retarder mon départ. Sadia, hôtesse de l'air, une amie de longue date et qui deviendra 3 ans plus tard ma femme, arrive à l'hôpital, affolée. À peine me voit-elle qu'elle éclate en sanglots. En l'espace de quelques jours, j'avais énormément maigri. Mon ventre était ouvert, on voyait mes intestins. Sur le côté droit, j'avais un drain, qui, à Paris,
sera remplacé par une colostomie. Le jour de mon évacuation, les infirmières se relayaient pour essayer de placer la perfusion sans y réussir, mes veines éclataient au premier contact de l'aiguille. C'était à la fois très douloureux et très énervant. À la dernière minute, on a décidé de me piquer à l'orteil. Sur la route de Tizi Ouzou, en direction de l'aéroport, la perfusion a sauté et c'est donc sans soin, déperfusionné, que j'ai fait le voyage jusqu'à Paris. À l'aéroport d'Alger, l'attente a continué. Malgré ma soif, je n'avais pas le droit de boire. Sadia courait partout pour réclamer que l'on m'installe le plus vite possible dans l'avion. Comme d'habitude, la même bureaucratie nous retardait. Sadia, qui avait signé des décharges en son nom et devenait responsable de ce qui pouvait m'arriver, était de plus en plus inquiète. Pour la énième fois, je me retrouve à l'hôpital Beaujon. La pause de la perfusion a nécessité l'intervention d'un chirurgien anesthésiste, cependant que les médecins qui m'avaient accueilli refusaient de se prononcer sur mon état. Après un mois de soins intensifs et d'opérations, je me retrouvais, une nouvelle fois, avec une colostomie. Le cauchemar récurrent. Heureusement, pendant toute cette période de malheur, Faudil et Sadia sont restés à mes côtés et m'ont énormément soutenu. Après plus d'un mois à attendre une cicatrisation qui tardait à venir, la peur et la lassitude se sont emparées de moi, de même que la nostalgie des miens, cette crainte permanente de ne plus les revoir. Je décidai donc de regagner mon pays, le ventre ouvert et la poche sur le côté droit. Pour me raccrocher comme je pouvais à la vie, j'évoquais mes amis intimes, ma révolte, ma chanson et ma guitare. Je passais la plus grande partie de mon temps à composer, à me remémorer ma jeunesse passée, alors que j'avais en fait à peine plus de 30 ans. J'étais en Kabylie lorsque j'apprends qu'un match de football opposant la jeunesse sportive de Kabylie, le club le plus prestigieux en Algérie, à l'équipe zambienne des Red Devils, les Diables Rouges, avait lieu à Alger. Je décide d'y aller. La JSK remporte le match par 1-0. Au cours du match, alors que je me trouvais en pleine tribune officielle, ma poche éclate. Les selles se répandent dans mon pantalon. Tant bien que mal, j'essaie de m'emmitoufler dans mon burnou pour éviter que la puanteur ne se propage. Un supplice. Le soir, enfermé dans ma chambre, je revoyais le film de ma vie défiler. Rien que de la souffrance. Toute cette période a été une horreur permanente. Les journées étaient difficiles, les nuits très sombres. J'évitais les lieux publics. Je ne voulais à aucun prix que la terrible expérience du stade se reproduise. Mais je devais continuer à vivre. Continuer à voir du monde. C'est la raison pour laquelle je décidai de m'envoler avec les supporters de la JSK pour Lusaka, plus de 10 heures de vol, afin d'assister au match retour contre les Red Devils. La JSK ayant triomphé, le retour en Kabylie fut euphorique. Nous avions avec nous la Coupe d'Afrique des clubs champions. Entre-temps, l'avocat de mon voisin, profitant de mon voyage en Zambie, avait demandé à être reçu par le procureur de la République de Tizi Ouzou. Il exigeait la libération de son client, son argument était que, si j'avais effectué ce voyage à Lusaka, c'est que je n'étais pas si malade. Mon agresseur fut relâché. Dès que j'ai appris sa libération, je me suis dirigé vers le tribunal. Fou de rage, j'ai commencé à en briser les vitres. Je n'étais plus moi-même. J'avais vieilli pourtant, je continuais tant bien que mal à me battre pour l'identité amazigh qui s'affirmait chaque jour davantage. Le 16 janvier 1993, je suis invité à Montréal à l'occasion du Nouvel An berbère. Le 20 février, je me produisais à New York. Le 13 mars, j'étais à Berkeley, en Californie. On m'y remit une plaque récompensant mes années de lutte pour la reconnaissance de l'identité berbère. Sur cette plaque, gravée en anglais, on peut lire ces mots: l'Association culturelle berbère en Amérique exprime sa profonde gratitude à Matou Blounès pour sa haute contribution à la culture amazigh aux États-Unis. Quelques semaines plus tard, alors que je me promenais le long du port de San Francisco, je pensais que, même si je me sentais bien, la Kabylie me manquait énormément. Le 20 avril approchait. C'était le chant des sirènes. Je sautais dans un avion pour Paris et 2 jours plus tard, j'étais au pays. Le 20 avril 1993, je faisais partie des milliers de marcheurs et j'ai animé comme à l'accoutumée des galas à Bougie et à Tizi Ouzou. La quête de notre mémoire est décidément plus forte que tout. Le combat avançait. Mais, sur le plan personnel, mes problèmes restaient les mêmes. Mon voisin et son père n'ont pas été condamnés. Quant à moi,
Je fais toujours l'objet d'une condamnation à 1 an de prison ferme. À n'importe quel moment, on peut décider de me faire purger cette peine. Mes voisins ont fini par construire leur maison. La route ne passe pas à côté de chez moi. J'ai même fait bâtir un puits et un abreuvoir, l'eau est rare chez nous, et ils y ont un accès direct et illimité. J'ai pardonné. J'étais vivant.